Et justement, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous faites ensemble exactement? Mais c'est là que nous intervenons. C'est ce moment-là précis en fait. Et, je me rappelle, il y a Vous des... avez suivi des critiques sur les réseaux sociaux, et l'un et l'autre. Ah oui, ben Oui, chacun... ça c'est constant. Ouais. Oui, c'est constant, et puis effectivement, chacun depuis, on pourrait dire, depuis sa communauté d'origine en quelque sorte. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est-à-dire, c'est sortir de cette anomie, de ce chaos, comme disait Youssef, par le politique. Voilà. En fait, on ne peut pas... Soit on s'enfonce encore plus dans le tribalisme, en fait, hein, et le tribalisme débouche sur le chaos ethnique qui profite toujours à ceux qui ont installé ça. Ce que je vous disais sur les émeutes avec Sarkozy. C'est-à-dire le pouvoir profond a profité de cette situation, alors que moi je me souviens, dans les mouvements, on va dire nationalistes, on voyait émerger ça, on disait ça y est, là c'est la guerre ethnique qui commence, on avait raison depuis des années et tout. Oui, on avait raison. Sauf que derrière, c'est pas nous. C'est comme au poker, c'est pas nous qui mettons la mise qui avons mis la mise. Donc ceux qui ont mis la mise, ils vont récupérer. Et le problème, il est là. Et donc nous, on doit apprendre à être, d'où le nom de notre site, Stratégica. On doit vraiment être stratégique. Et la stratégie, c'est une dialectique entre deux volontés, dans une perspective métapolitique. Donc c'est donc un rapport dialectique entre amis et ennemis. Et qui est l'ennemi? En fait, on se rejoint avec Youssef parce qu'on identifie l'ennemi prioritaire. Qui brûle la France? Voilà, ce sont les globalistes. Qui installent les conditions de ça? Ce sont les mondialistes. On va pas... moi, c'est ce que j'ai toujours répété aux camarades nationalistes, identitaires et autres. On ne va pas écumer la mer éternellement. Enfin, sinon, là, il faut... Oui, et même en s'engageant je sais pas, dans la Légion étrangère et autres, de toute façon, on ne nous laissera pas faire ça. Donc, le seul moyen, c'est de sortir par le politique. Moi, je pense qu'il y aura des heurts, même violents et tout. Mais toute situation ne reste jamais anarchique éternellement. Même si, dans quelques années, ça devait déboucher sur une vraie fracture ethnique. Mais comme je vous disais dans l'autre entretien, pour que ça débouche sur des situations de guerre civile, il faut des corps politiques organisés au sein des populations en révolte et qui peuvent être alimentés aussi de l'étranger. Pour l'instant, on a de l'animation type Traoré et autres, quoi. Est-ce qu'on peut passer après à quelque chose qui serait vraiment des islamistes actifs sur le sol français, alimentés, ça et tout? Ça, c'est possible dans une phase ultérieure. Après, à ce moment-là, on pourra peut-être avoir des bandéristes français. Je doute que là aussi, il y a quand même ça, il faut être un peu réaliste. L'Europe occidentale, on est quand même perdu l'habitude de la guerre depuis longtemps. Même la guerre d'Indochine ou les guerres d'Algérie, les gens qui combattaient, qui revenaient en France, se faisaient même insulter par les Français eux-mêmes. Donc c'est quand même, on a perdu cette habitude-là. Elle peut renaître, mais pas chez toute la population. Donc la guerre généralisée comme ça, ou de type comme il y a eu en ex-Yougoslavie, où là c'était vraiment des groupes de population qui se séparaient les uns des autres, c'est pas évident. Non, ce qu'on va aller, c'est une période d'instabilité chronique, et avec des manipulations au sein de cette instabilité chronique. L'intérêt, c'est pour ça que nous travaillons ensemble, c'est d'éviter ces manipulations-là et de réintroduire du politique autant que faire se peut. Après, moi j'ai tout un tas d'idées de ce qui pourrait être fait. C'est l'objet d'un think tank. Donc si demain, une forme de situation d'exception amenait un gouvernement d'exception, les gens comme nous, mais d'autres qui travaillent chacun dans leur domaine respectif, sont prêts à fournir des outils politiques et d'une forme d'ingénierie sociale positive pour réparer ce qui a été détruit. Sinon, on peut s'étriper entre voisins. Bon, après, une fois que c'est fait, puis je vous dis, je connais aussi, les gens parlent beaucoup, surtout à notre époque, et tout, mais après, quand il s'agit vraiment de s'affronter réellement physiquement, là, bizarrement, c'est aussi quelque chose qu'on apprend plus jeune. Enfin, c'est que là, il y a moins de gens quand même qui sont prêts à suivre. Donc, après, il faut devenir réaliste, voilà, et pas rester juste dans le commentaire sur les réseaux sociaux, justement, voilà, où les gens qui ne comprennent pas, ou les gens qui vont me dire « Ah, vous êtes avec un musulman ». Alors, ils vous voient avec un musulman. Donc c'est comme si vous cautionnez toute une espèce d'entité abstraite qui serait fantasmée, qui serait d'islam. L'islam est de France et on ne sait pas alors lequel, qui, quoi. Et c'est jamais bien défini. Donc d'où l'intérêt, par exemple, du travail politique, du travail
Youssef sur l'islam politique. Ouais, alors la collaboration, en fait, elle s'est faite tout naturellement parce que nos travaux respectifs convergent. On a chacun nos domaines de spécialisation. Et donc, après, c'est des rencontres humaines aussi. Mais c'est des rencontres humaines et des rencontres intellectuelles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur, effectivement, la destruction de la France, en travaillant sur la religion de la République française. J'ai travaillé sur la destruction du monde musulman, donc sur les questions géopolitiques de grande échelle, Maghreb, Proche-Orient, Eurasie et États-Unis. Et on arrive aux mêmes conclusions, à savoir qui est l'ennemi principal. Mais on ne parle pas seulement d'ennemi principal en France, on parle d'un ennemi principal à l'échelle planétaire. Qui est-ce qui a détruit le monde musulman ? Qui est-ce qui s'est attaqué à la Libye? Qui est-ce qui a détruit l'Europe? Qui est-ce qui s'est attaqué aux États souverains? Qui est-ce qui s'attaque à la Russie? Qui est-ce qui instrumentalise une certaine jeunesse, notamment dans le monde musulman et en France via le wahhabisme sur lequel j'ai travaillé, le frérisme, les frères musulmans, etc. Et au final, on converge, puisqu'en fait on se retrouve dans le même camp naturellement, et on a en face de nous une agrégation d'ennemis, avec bien sûr une hiérarchie. Qu'on parle par exemple du wahhabisme ou des frères musulmans, ça nous ramène aux anglo-américains, à leurs services secrets, à leur politique, à leur géopolitique. Quand on se penche sur la politique des États-Unis, notamment dans le monde musulman, on tombe sur les néoconservateurs pro-israéliens. Quand on retrace la genèse, on l'a fait chacun de notre côté, Pierre-Antoine sur le globalisme, moi sur l'hégémonisme planétaire messianique, eh bien, même sur le plan idéologique, même idéologico-religieux, on retombe sur la même genèse. Donc naturellement, on se retrouve dans le même camp à faire des travaux qui sont complémentaires, et donc on collabore. Ça se fait tout naturellement. À la limite, il n'y a même pas de stratégie, c'est même pas pensé. Donc ça se fait déjà par affinité. Si on ne pensait pas la même chose, on ne se serait pas entendu, on n'aurait pas collaboré. Donc c'est un tout. Et donc on montre par l'exemple, d'autres l'ont fait avec nous, d'autres l'ont fait avant et le feront après. On montre que, quelles que soient nos différences d'origine, nos différences religieuses, on n'a pas du tout les mêmes origines, Pierre-Antoine et moi, on ne vient pas du tout du même milieu, mais à un moment donné, ce travail qu'on a fait, de remonter à la genèse des problèmes et de désigner l'ennemi, c'est-à-dire en fait un travail profondément politique, on se retrouve naturellement dans le même camp. Alors effectivement, on peut avoir des points de divergence sur lesquels on discute, mais en gros, sur l'essentiel, on arrive d'accord sur le modèle de société, sur les valeurs, sur la stratégie, et encore une fois, sur l'ennemi, parce qu'en fait, la désignation de l'ennemi principal, c'est un ennemi fondamental qui est l'ennemi de l'humanité, au-delà même de l'ennemi principal, moi je parle même d'ennemi ontologique, c'est-à-dire un ennemi qui nous a tous désignés, nous, comme étant un ennemi ontologique à détruire même jusque physiquement. Donc nous, on fait partie de l'humanité et on a identifié à la fois la religion, l'idéologie et les ennemis de l'humanité. Oui, c'est ça. Et c'est l'idée, c'est vraiment de coordonner nos efforts dans cette optique-là de résistance à cet ennemi. Julien Freund disait c'est l'ennemi qui vous désigne, c'est pas vous qui le désignez en quelque sorte. Donc c'est l'ennemi qui nous fait être en quelque sorte dans une perspective politique. Le critère du politique, c'est la désignation de l'ennemi, la compréhension et la désignation de l'ennemi. Il y a quand même un trait identitaire commun, je dirais, dans nos origines, c'est l'Empire romain. Et c'est finalement, même avec des origines marocaines, ou même, on est issu quand même de cette matrice qui a donné la forme politique aux principales puissances du monde actuel, qui est même en cascade en quelque sorte, par l'Empire romain. Et chaque fois qu'il y a eu des recours en quelque sorte face au désordre pour revenir à une forme politique, finalement, dans la sphère qui est la nôtre, ça a toujours été celle de l'Empire romain sous une forme ou une autre.
Le cardinal Newman disait, lui, dans certaines homélies qu'il avait écrites sur l'Antéchrist, que l'Antéchrist, en quelque sorte, et ça rejoint un peu les travaux de Carl Schmitt, qui sont plus politiques, mais où il disait que l'Antéchrist, en fait, occupera la place, en fait, va essayer de reconstituer l'Empire romain, lui aussi. En fait, il va essayer d'occuper la place physique qu'occupait l'Empire romain. Et tout ce qu'on voit actuellement, enfin, et même sur le temps long, sur le temps vraiment métahistorique, c'est-à-dire on voit vraiment une déconstruction des puissances politiques traditionnelles, et tout ce qui reste à chaque étape de romanité, et donc de catéchone, est déconstruit, et jusqu'à arriver à la table rase complète. Et là, les émeutes qu'on a actuellement, c'est les populations issues de cette table rase. Mais on peut encore creuser, hein, c'est ça le principe des mondialistes. Et effectivement, et la séquence Covid nous a fait comprendre qu'on le savait, mais là on l'a vraiment vécu, qu'on est face à un ennemi génocidaire en fait. Donc même démocidaire, parce qu'en fait c'est pas un peuple précis, c'est une catégorie humaine précise. Il faut arriver à 1 milliard d'habitants, donc il va falloir dégraisser d'ici là. Donc face à cet ennemi-là, qui dépasse, et là on se rejoint aussi sur la perspective quand même spirituelle sur cet aspect-là, c'est un tel ennemi a forcément fait allégeance à quelque chose qui dépasse l'humanité. Bon, voilà, moi je suis chrétien, donc qu'est-ce qui dépasse l'humanité? Il y a 2 esprits, hein. Il y a soit l'Esprit Saint et la Trinité, soit l'Esprit mauvais, ennemi de la Trinité, voilà, qui est l'ange déchu supérieur. Donc ces gens ont quelque part fait allégeance, qu'ils en aient conscience ou pas, à quelque chose qui dépasse l'humanité, et qui est le plus grand des stratèges, sous Dieu et sous le stratège, l'archange Michel. Lucifer est un stratège en quelque sorte. Il organise le plan de bataille de cette grande conflagration. Nous, on la vit, et donc se mettre à cette hauteur-là, non pas pour vaincre matériellement, puisque l'enseignement chrétien nous dit que Satan est prince de ce monde en quelque sorte, mais pour vaincre spirituellement. Mais aussi, spirituellement, ça passe par maintenir un minimum de catéchone, de frein à cette anomie dans la société. Sinon, on ne peut tout simplement plus vivre. Après, il y aura peut-être un moment où la vie sociopolitique sera tout simplement impossible et on sera dans la survie pure. C'est possible que nous arrivions à une séquence comme ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, tant qu'il y a un espoir politique, on doit le maintenir et on doit s'y atteler. Et en plus, pour moi, il y a une question fondamentale, c'est il y a cette question de maintenant toute cette politique du genre, mais il y a cette question de comment être un homme. Et bien, être un homme, c'est d'un côté, il y a le pôle de la famille, mais il y a le pôle du politique. Le politique, c'est ce qu'on fait entre hommes pour maintenir un ordre stable, pour protéger les plus faibles et les familles. Voilà. Donc, si on ne le fait pas, eh bien, les autres, les prédateurs, ceux qui avaient, par exemple, comme la société fabienne, comme Sceaux, le loup déguisé en agneau. Cardinal Newman disait ça aussi, et certains pères de l'Église disent ça aussi, hein, dès les premiers temps de l'Église, c'est l'Antéchrist se présentera comme un agneau, il singera le Christ, qui s'est présenté comme l'agneau, il le singera le Christ, et c'est pour ça d'où cette manipulation sur les droits humains, sur flatter les douleurs de chacun par catégorie en fait, hein, par catégorie ethnique, par catégorie tu as été blessé, eh bien moi je vais te consoler. Voilà, c'est ça que font ces gens-là, et c'est ça leur force. Donc il faut démonter ça et montrer la stratégie justement qui est derrière pour ne pas être emporté par cette espèce de maelstrom. Quand Pierre-Antoine a parlé peut-être que les gens ne vont pas comprendre, quand il a dit ce qui nous rejoint, ce qui nous unit, c'est Rome, et il a fait mention au Maroc et puis plus globalement en fait à l'Empire musulman et au califat, c'est que effectivement ces forces antinomiques se sont attaquées au régime traditionnel européen, et ils se sont aussi attaqués, ça j'ai travaillé sur le sujet dans mes différents livres, notamment l'Islam politique, ils se sont attaqués au califat. Et il faut savoir que le califat, pas le califat originel, mais par la suite, à partir des Omeyyades, s'est beaucoup inspiré dans la forme de l'Empire byzantin. Donc d'une certaine façon, effectivement, l'Empire byzantin a influencé l'Empire musulman sur sa forme structurelle, pas sur son principe fondateur califal. Mais ce qui nous unit, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on remarque, c'est dans l'Eurasie et l'île-monde, en fait, c'est-à-dire l'Europe, la Russie, l'Asie centrale, et puis le Maghreb, et puis il y a aussi l'Afrique, c'est la destruction des grandes puissances traditionnelles religieuses qui jouaient le rôle de catéchone, effectivement, c'est-à-dire de force
religieuse, puissance étatique de droit, c'est-à-dire qui applique le droit dans un monde dans lequel la suspension du droit n'existe pas, l'état d'exception n'existe pas, et on a attaqué ces forces-là. On a attaqué la Rome occidentale, on a attaqué avec la révolution bolchevique la troisième Rome, on a attaqué d'ailleurs dans la même période, dans la même séquence, le califat, on l'a détruit. Et effectivement, ce qui est sorti de cela, d'un côté les frères musulmans et puis le wahhabisme, avec des variantes qu'on a vues notamment en Syrie qui sont en fait une sorte de nihilisme. Et ce qui a été très frappant, je vais donner un exemple pour que les gens comprennent, c'est que par exemple ceux qui remplissaient les prisons de Syrie, parmi les combattants, égorgeurs, etc., c'était beaucoup de Tunisiens. La Tunisie est un pays qui a été très touché par le laïcisme maçonnique de type républicain français, et c'est le pays du Maghreb où l'athéisme a été le plus prégnant. Et c'est ce pays-là où le wahhabisme a eu un impact très, très important, où les gens sont passés en fait de l'athéisme à une forme nihiliste du wahhabisme. Je ne dis pas que tout le wahhabisme est un nihilisme, loin de là. Et donc, on voit sur la longue durée ce qui s'est passé, c'est que la destruction des empires centraux, des régimes traditionnels, en fait, du christianisme dans sa forme spirituelle et temporelle, et de l'islam dans sa forme spirituelle et temporelle, ayant été détruits, ça a permis l'expansion de l'entropie, donc de la destruction, du chaos et du nihilisme. Et donc, il est normal que des chrétiens et des musulmans in fine se retrouvent dans le même camp, ça a été le cas notamment en Syrie, pour combattre cette entropie. C'est le point clé, c'est les forces qui diffusent l'entropie et nous qui sommes dans la négantropie. Et là, on peut s'unifier avec toutes sortes de gens, même des gens qui sont athées, même un Lucien Cerise sur ce principe-là, il fait son travail. Voilà, chacun va faire son travail sur ce principe de négantropie. Il y a l'ordre et le désordre, même le cosmos et le chaos. Est-ce qu'il y a une forme et ce qui est dans l'informe. Les mondialistes, les maçons ont ce mot d'ordre, ordo ab chaos, que l'ordre peut sortir du chaos finalement. C'est l'inverse de la vision traditionnelle, où non, on contemple par les idées en quelque sorte une forme d'ordre, et puis on va essayer de le réaliser sur Terre. Mais l'ordre ne peut pas sortir comme ça ex nihilo du chaos. Mais dans la pensée millénariste, messianique, on a cette espèce d'attente en fait, de promesses comme ces gens ne sont pas dans la transcendance, ils attendent ce que la transcendance promet dans l'immanence. Et ils sont en fait, et à la fin, ils nous conduisent dans l'infrahumain, tout simplement. C'est vers ça qu'on va en fait. Et donc, il y a des forces qui nous tirent vers l'infrahumain, et puis il y a les forces plus célestielles qui nous tirent vers le haut. Et ça, c'est les formes pour moi, ce que j'appelais le christianisme politique. Voilà, le christianisme politique, c'est pas juste, c'est pas juste une forme. Juste politique, c'est aussi une forme théopolitique, vraiment c'est le spirituel lié au temporel. Voilà. Et on est obligé d'avoir ce recours-là pour résister à ce qui se passe. Alors notre collaboration, notre coopération pose aussi la question de l'opposition contrôlée, comme l'étudie finement Youssef. Moi, je me suis rendu compte au final que, par exemple, quand j'étudiais les réseaux Soros, c'est très bien. Certains pôles, on va dire, conservateurs, même néoconservateurs, pouvaient s'intéresser à ces travaux. Mais assez vite, on voit que si on ne reste pas dans cette case-là et qu'on ne reste pas dans cette dialectique, le méchant Soros d'un côté et puis de l'autre, voilà, n'importe qui va dénoncer les forces de Soros sont avec nous. Si on sort de ça et qu'on intègre les réseaux Soros dans une perspective plus vaste, là, on commence à poser problème. Régulièrement, des médias ou des publications néoconservatrices en France font leur une sur les réseaux Soros. Ils ne vont pas... ils connaissent mes travaux, je suis en contact avec eux, mais ils ne vont jamais me citer nommément ou m'inviter sur leur plateforme, parce que leurs bailleurs de fonds
ça alarmerait de tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Si j'avais parlé que de ça sous leur angle à eux, j'aurais pu rentrer dans ce schéma-là. C'est ce que moi, ça ne m'a jamais intéressé, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail sur le réel. Voilà, donc c'est sur ce qui, voilà, dire ce qu'on voit. Enfin, on étudie quelque chose, puis on dit ce qu'on voit. Donc voilà, donc et donc c'est finalement, et on a vu avec ce qui s'est passé pendant la période Covid, c'est là que notre site a vraiment grossi, qu'en fait, ça trouve un écho dans la population. Et moi, ce qui m'intéresse, et comme Youssef, je pense, c'est le pays réel. C'est pas finalement ces espèces d'organismes qui vont être générés à chaque fois pour essayer de capter une partie de l'auditoire. Une part de marché. Une part de marché. Puis on se retrouve dans cette situation où à la fin, par exemple, des gens de ce bord-là peuvent me reprocher de collaborer avec un musulman, mais eux, tous leurs leaders d'opinion, ce sont des Lévantins. C'est toujours des gens qui vient de Tunisie, qui vient d'Égypte, qui est franco-israélien. Enfin, c'est formidable. Mais par contre, si vous discutez, vous, avec un musulman, alors là, c'est attention, vous êtes islamolâtre, babouchoulâtre, je ne sais pas quoi. Mais eux, par contre, il faut non seulement... Eux peuvent être cosmopolites. Eux peuvent être cosmopolites, mais donc il faut suivre les Lévantins et se mettre à leur service et voter pour eux aussi. Par contre, si vous parlez à un musulman, là, vous êtes un traître racial. C'est quand même... Donc voilà, donc c'est ce genre de manigance-là, au bout d'un moment, vous les comprenez, et puis vous passez à autre chose. Et puis en fait, le travail sérieux paye. Et puis, voilà. Et ce qui compte, c'est le fond. Et puis ce qui compte, c'est la situation. Moi, je pense... dans une vision de survivalisme politique en quelque sorte. Là, la situation face à laquelle on est, et il faut devenir très réaliste. C'est-à-dire il y a vraiment une lutte des classes, et les gens sur Terre, à part les gens très spirituels, se battent pour la meilleure place au soleil et pour la conserver. Donc y compris quand ils vous abreuvent de beaux discours, ou de discours même sur l'identité et autres et tout, ce qui compte pour tous, c'est de préserver sa position et d'essayer de monter un petit peu dans la hiérarchie. Dans un système libéral, la seule frontière, c'est l'argent. On le voit au niveau... territorial même, hein. Vous êtes à Paris, vous passez d'une rue à l'autre, c'est autre chose, parce qu'il y a la frontière, argent, immobilier, des choses comme ça. Et c'est comme ça dans toutes les zones de la ville mondiale, hein, du cosmopolis justement, hein, ce sont des cosmopolites. Donc, et en fait, il y a une hiérarchie dans cette cosmopolis, et chacun veut essayer de tenir la moins pire. Et puis voilà, mais si on veut faire cette cosmopolis d'1 milliard et quelques d'habitants à l'échelle de la Terre, il va falloir dégraisser du monde. Donc c'est un peu ça leur projet, c'est à ça que...